Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans Version française, visite d'une maison-musée un peu particulière, celle du compositeur Maurice Ravel. On écoute la douce musique de secrets de chaque recoin. Le designer Francesco Balzano métamorphose les matières en mobilier et objets aux lignes pures. C'est notre invité du jour. Bleu délavé, déchiré, en total look en patchwork, le jean a traversé les âges sans jamais prendre une ride. On en parle dans En Mode. Nathalie Sanzache apporte son rayon poétique aux intérieurs avec des créations autour du béton et de la lumière. Voyage au cœur de son univers. Et avant de rencontrer le designer Francesco Balzano, tout de suite le point de vue. Si le tableau Le Sacre de Napoléon constitue une œuvre monumentale peinte par Jacques-Louis David, il représente aussi un vivier d'anecdotes par un œil averti. On peut par exemple observer bien en évidence la mère de Napoléon Ier, Laetitia Bonaparte, alors qu'en réalité elle n'a jamais assisté à la cérémonie suite à une querelle familiale. Au premier plan se trouve aussi Joséphine. En train d'être couronnée, elle aborde un visage de jeune fille alors qu'elle avait en réalité 42 ans. Une alternative à la chirurgie esthétique. Si les Français envient bien quelque chose à leurs voisins italiens, c'est leur gastronomie. Dans On va déguster l'Italie, on parle cuisine et recettes et surtout astuces pour se la jouer véritable fin gourmet. Comment se déroule un repas dans la botte? Quelle est la vraie histoire de la pizza? Ou encore, quelles sont les 35 manières de commander un café italien? Viennent s'ajouter à toutes ces anecdotes 100 recettes iconiques ainsi qu'un zoom sur les produits phares de ce pays. Une manière originale de voyager. S'il semblerait que les billes soient apparues en Grèce, on en retrouve tout de même des traces en Égypte datant du 3e millénaire. D'abord conçues en argile, c'est entre le Moyen-Âge et la Renaissance qu'elles apparaissent en verre, fabriquées alors par des maîtres verriers vénitiens. La bille a roulé sa bosse avant d'arriver jusque dans les cours de récréation où elle devient un jeu emblématique pour les écoliers de tous les âges. De quoi nous donner envie de revenir sur les bancs de l'école. Le Belvédère. Derrière ce joli nom se cache la demeure de Maurice Ravel, compositeur de renom. Il avait aussi un goût prononcé pour les belles choses. Visite de sa maison-musée. Tout ce que vous avez dans cette maison a appartenu à Ravel. Ça va de sa brosse à dents, à ses meubles, à ses tableaux, à ses gilets de concert, à ses décorations. Vraiment, tout, absolument tout a appartenu à Ravel. Non loin de la forêt de Rambouillet, dans la ville de Montfort-l'Amaury, se cache un musée pas comme les autres. Car au siècle dernier, ce musée n'était autre que la demeure du célèbre compositeur Maurice Ravel. Acquise en 1921, cette maison restera la sienne jusqu'à sa mort et sera inscrite au patrimoine des monuments historiques en 1994. Et si le compositeur avait posé ses valises à Montfort-l'Amaury, loin de la vie mondaine parisienne, ce n'est pas tout à fait par hasard. Il ne va pas se retrouver seul ici. Il y a Fernand Hoxé et Louise Hoxé qui sont des artistes, peintres, sculpteurs qui habitent sur la place de l'église. Il y a Hélène Jourdan-Morange, son interprète violoniste. Et il y a également Colette. Né au Pays Basque, ce qui a immédiatement retenu l'œil du compositeur, c'est la luminosité et la vue de cette maison appelée le Belvédère. Il n'y a qu'à regarder le paysage. S'il choisit cette maison, déjà, au départ, c'est parce que la vue est vraiment superbe. Il disait que sa pensée allait vers la colline et les idées lui revenaient. C'est quelque chose qui, pour lui, avait beaucoup d'importance. Fervent amateur de décoration et d'art, c'est Maurice Ravel lui-même qui a imaginé l'intérieur de sa maison. Chaque couleur, chaque objet et chaque pièce de mobilier a été choisi avec soin par le compositeur. Son grand plaisir, ça va être de l'aménager, même s'il trouve que c'est très long, parce qu'il n'a pas toujours tous les artisans dont il a besoin tout de suite. Les fresques, c'est lui qui les a faites au pochoir. Par exemple, sur une des chaises que vous avez donc la muse de la musique, Joan de Lolos, qui également
a été faite par lui. Véritable collectionneur, Maurice Ravel chine de petits objets, parfois romantiques, parfois insolites, commande des œuvres d'artistes et ramène des souvenirs de voyage. Très attiré par l'art asiatique, il collectionne également de nombreuses estampes et divers objets dispersés un peu partout dans la maison. Il va être également influencé lorsqu'il va aller aux expositions universelles par ce qu'il va découvrir, c'est-à-dire la culture asiatique. On se retrouve également avec beaucoup d'estampes japonaises. Ce sont les mêmes artistes que l'on peut trouver dans la maison de Claude Monet à Giverny. Et ça, c'est très à la mode à l'époque. Dans son bureau de musique à l'acoustique parfaite, Tzigane, le concerto en sol majeur ou encore le boléro ont été composés au sein de ses murs. Et Maurice Ravel, toujours très prudent et ingénieux, a mis au point dans la pièce voisine une petite pièce secrète pour protéger ses précieuses partitions. Lorsque Maurice Ravel donc travaillait, il ne s'est jamais traîné une partition jusqu'à ce que tout soit terminé et donc on n'a jamais vu quoi que ce soit. Et personne ne pouvait savoir ce qu'il écrivait au moment où il l'écrivait. Donc je vous montre. Vous voyez qu'il a fait les deux vitrines pour éviter que l'on ne devine ce petit cagibi. Le compositeur ne s'est pas contenté d'aménager son intérieur. Il a également accordé une attention particulière à son jardin où, là encore, l'influence japonaise est palpable. Il va retenir, on va dire, ce côté des jardins où existe l'eau, la pierre et puis des petits arbres, les bonsaïs par exemple, il avait des bonsaïs. Arbres taillés en forme de nuages, glycine et vue dégagée sur la forêt, Maurice Ravel aimait prendre le soleil sur sa terrasse tout en contemplant l'horizon. Et on imagine bien l'inspiration qui émanait de cette forêt à chaque fois qu'il ouvrait les fenêtres. Lumière, courbe et matière vivent au rythme des lignes que Francesco Balzano dessine. Le designer nous parle de ses créations entre expérimentation et expression onirique. Les choses les plus simples sont souvent les plus sophistiquées parce qu'elles nécessitent effectivement de faire des choix, d'essayer d'être à l'essence de l'intention première. L'intention première de Francesco Balzano, designer franco-italien, c'est de créer des meubles, des objets aux formes simples et épurées, à la croisée des styles et des époques. Diplômé de l'école Penningen en design et architecture d'intérieur, il nourrit son inspiration de ses racines italiennes, d'instantanés de ses voyages, de l'art visuel comme musical et des émotions que tout cela suscite. Alors là, en fait, on est face à une photo qui m'est très chère. C'est une photo du photographe François Allard, qui a été prise à Capri, dans cette iconique maison qui est la Villa Malaparte. Et c'est ce coup de foudre, ce choc un peu esthétique avec cette maison qui m'a donné envie d'aller vers l'architecture, vers les intérieurs, vers l'espace et puis progressivement vers le mobilier. Ces créations sont référencées dans des galeries en ligne, souvent pour des particuliers ou des collectionneurs. Des pièces pour lesquelles Francesco conjugue échelle et forme libre. Par exemple, pour une table, on va pouvoir imaginer un dessin très pur, très simple, qui va être inspiré d'une antiquité et qui va reprendre un petit peu la forme d'une coupelle antique. Et en changeant l'échelle de ce travail-là, cet objet va devenir une table basse. Mais Francesco Balzano ne s'attarde pas longtemps sur le papier. L'essentiel de sa conception réside dans son ordinateur, qui lui permet d'affiner de manière mathématique le moindre détail au millimètre près. Objectif, préserver l'essence de son geste en précisant ses précieuses proportions. Il y a un peu cette formule qui aurait tendance à dire que Dieu est dans le détail. Voilà, donc pour moi, les choses qui ne se voient pas sont aussi importantes que celles qu'on va percevoir au final, et notamment cette dimension de géométrie et cette dimension de proportion des éléments, elle participe à l'émotion finale de l'objet. Une fois la forme parfaite, il fait réaliser des dessins techniques plus vrais que nature pour transmettre sa vision aux artisans qui confectionnent ses pièces. J'ai eu le parti pris de travailler avec des artisans
qui sont des compagnons du Tour de France pour la plupart, qui sont donc des gens qui perdurent un savoir-faire, qui ont un savoir-faire classique de la mise en œuvre des matières, aussi bien que ce soit la pierre, le métal ou le bois. Donc ce qui est intéressant justement, c'est de mettre au service un savoir-faire ancien sur des techniques modernes. Les ateliers Saint-Jacques, la marbrerie de la Seine, un joli réseau d'artisans donne vie à ses idées. Presque toujours, Francesco Balzano s'appuie sur la pierre, avec son aspect massif et son caractère silencieux. Cette matière porte les secrets de l'histoire. Et donc il y a quelque chose d'intéressant dans le fait d'aller prendre dans la nature quelque chose de très brut, de le transformer, mais en conservant dans son ADN son origine, son histoire et ses caractéristiques. Depuis quelques années, Francesco s'aventure aussi du côté de la résine, une source inépuisable d'inspiration, côté forme et couleur, en phase avec le style monolithique du designer. Dans son bureau, un banc développé avec la maison d'édition Théorème en hommage au sculpteur Brancusi en est un bel exemple. Ce dessin, à la base, il avait été imaginé avec une version en pierre. Et c'est justement ce switch qu'on a souhaité avoir entre un dessin qui est très massif, très monolithique, et d'y apporter justement une matière plus aérienne, qui prend la lumière de manière très particulière, très singulière. Moi, ce qui me plaît dans cette matière, c'est qu'on a presque l'évocation d'une matière savonneuse. Il y a quelque chose qui est de l'ordre presque du jouet ou de l'objet. Dans son grand écart entre matériaux nobles et innovants, Francesco Balzano poursuit sa quête de formes et de meubles inclassables et intemporels. Bonjour Francesco. Bonjour. Vous êtes né à Paris d'une maman française, d'un père italien. Absolument. Et si votre cœur balance, j'imagine, entre ces deux cultures, l'inspiration principale vient quand même d'Italie. C'est vrai que ma maman est nantaise. Mon père est né dans un petit village à côté de Naples qui s'appelle Torre del Greco. Donc c'est une région que j'ai connue pendant mon enfance, notamment les étés où j'allais passer des vacances à Capri. C'est vrai que dans le cadre de mes études, plus je me suis orienté justement vers ce travail autour des arts appliqués, plus j'ai découvert justement l'influence de la culture italienne dans les arts, notamment en architecture, et puis dans le design. La peinture, vous l'avez découvert avec votre grand-mère maternelle. Et pourtant, après Penningen, vous êtes décidé pour l'architecture. Vous avez travaillé pendant 8 ans, je crois, avec Joseph Diran. Qu'est-ce que vous retenez de ces années-là ? Alors de mon travail avec Joseph, ou à côté de Joseph, ça a été une expérience très enrichissante. Donc ça m'a permis d'explorer, on va dire, différentes thématiques du métier d'architecte et de designer. Et puis plus jeune, dans mon parcours, c'est vrai que ma grand-mère est une personnalité très très importante dans ma vie, parce que c'est elle qui a donné une impulsion un petit peu à mon éveil par rapport au travail artistique, en m'amenant de dessiner à la Grande Chaumière, effectivement. Il y a eu un peu un choc qui s'est passé à ce moment-là. C'est une rencontre avec sans doute quelque chose qui m'a tout de suite parlé. Alors, notamment en termes de référence, vous avez une période préférée en histoire de l'art ? Pas forcément. Pour moi, j'ai vraiment une vision très très globale et j'embrasse tout. Le travail qui est réalisé par le temps, qui consiste à simplifier les choses, à les rendre plus fluides, à les épurer, n'enlève rien à la racine même de la recherche première sur la lumière, sur la matière, sur la forme, sur l'abstraction. Les proportions. Les proportions, la composition, voilà. Alors justement, en parlant de proportions, s'il y avait quelque chose qui pouvait relier votre pensée, vos œuvres, votre style, ça serait le nombre d'or ? Alors c'est un élément important, je l'ai toujours en tête. Effectivement, c'est pour moi quelque chose d'intemporel, c'est un référent comme ça que j'ai à l'esprit, comme un jeu presque. Et vous dessinez aussi beaucoup de monoblocs. C'est ça qui emmène un peu le meuble vers la sculpture. Ma culture artistique, elle a été influencée par des gens comme Brancusi, par aussi l'architecture de la Renaissance. Et effectivement, ma manière de concevoir les objets, elle est souvent massive. C'est un peu une rencontre entre une matière et une ligne, voilà. Quand vous travaillez avec des artisans, puisque vous avez besoin de travailler avec les artisans, oui.
à la fin, c'est quand même la matière qui décide. La matière fait que chaque pièce est unique. Voilà, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce choix de travailler régulièrement avec la pierre, avec le marbre. C'est une des clés un petit peu et un des intérêts premiers de ma démarche. Et après, effectivement, mon travail avec les artisans, il est crucial. Mais il y a aussi la résine qui est traitée pareil, au monobloc, très souvent, chez vous. C'est quoi cette aventure avec la résine? Pour la résine, c'est vraiment quelque chose, c'est une rencontre avec une matière, une lumière, une douceur aussi. La société STRS, avec qui je travaille beaucoup de pièces en résine, ce sont des gens aussi qui ont développé des processus, qui ont fait évoluer des techniques avec des matières contemporaines. Mais chacun, à leur manière, ont une façon un petit peu intemporelle de concevoir les choses, et donc il y a une rencontre qui s'installe effectivement. Entre art et architecture, c'est donc pour vous la forme, l'équilibre, l'harmonie qui définit la pièce? J'ai une tendance à penser mes objets comme des micro-architectures, c'est-à-dire que pour moi la notion d'espace, elle est première, et la notion d'espace on la retrouve aussi bien lorsqu'on dessine un meuble que lorsqu'on dessine un appartement. Voilà. C'est la manière d'appréhender la lumière, c'est la manière d'appréhender les lignes, c'est la manière d'appréhender les matières. Et puis, ce sont les proportions et les dimensions justement qu'on va apporter au volume qui vont donner toute leur place aux objets et puis après à la vie et à l'expérience des lieux que vont en faire les propriétaires, aussi bien que ce soit aussi bien pour l'achat du mobilier que pour de l'achat ou de l'aménagement d'intérieur. Voilà. Merci Francesco. Merci. Le jean, c'est la pièce indispensable du dressing, mais connaissez-vous son histoire? Des podiums à votre placard, il en a parcouru du chemin et c'est loin d'être terminé. C'est le tissu le plus porté au monde. D'abord pensé pour la classe ouvrière, il est devenu symbole de la mondialisation et un vrai phénomène de pop culture. Il s'agit bien sûr du denim, que l'on appelle à tort le jean, sa forme la plus célèbre. Le denim, c'est un sergé de coton tissé en biais. Il tient son nom de la toile de Nîmes, où la légende raconte qu'il est né au XVIIIe siècle. D'autres plantent ses racines dans l'Italie du Moyen-Âge, qui exportait du port de Gênes un mélange de coton, de lin et de laine, dont la moitié des fils sont teints en indigo. Et de ce bleu de Gênes découle le blue jean. À la fin du XIXe siècle, l'industriel allemand Lévi-Strauss, installé à San Francisco, lui appose les rivets de cuivre qu'on trouve maintenant sur tous les jeans. Confortable et résistant, il devient le vêtement de travail des ouvriers et des marins. Puis les hippies se l'approprient dans les années 60 et il devient l'un des symboles de la libération sexuelle. Dans les années 90, Calvin Klein fait scandale avec des pubs très provocantes où Kate Moss et Brooke Shields, à peine adolescentes, posent dans des postures suggestives. Pendant ce temps-là, les stars du R&B portent du Tommy Hilfiger. Il fait du denim sa marque de fabrique, symbole de la success story américaine d'un créateur parti de rien, devenu l'un des empereurs du jean. Depuis, la mode voue un véritable culte au denim, qu'il s'use jusqu'à la moelle ou qu'il s'achète déjà déchiqueté, par exemple chez Balenciaga. Pour les puristes, tout est dans la patine. On ne lave pas son jean, on attend qu'il se délave et on le laisse s'effilocher. Car le denim permet toutes les expérimentations. Chez Rock, on le porte retroussé avec une traîne, en chemise sous une robe ou en jupe déchirée. Chez Kid Super, il est taillé en patchwork ou recouvert de tissu, comme chez le japonais Face-Tasm. Chez Y Project, le denim est javelisé pour un effet vieilli. Glenn Martins l'aime tellement qu'il le présente en total look, façon cow-boy déstructuré, un style longtemps reconnu comme une faute de goût.
Mais les goûts changent avec les époques et le denim, lui, survit à toutes les modes. Entre planètes fictives, météorites poétiques et lumière quasi divine, Nathalie Sanzache rend ses lettres de noblesse au béton. Zoom sur son savoir-faire dans le geste. Enfant, j'avais un esprit très créatif, même après, mais dans la famille, il n'y avait pas tellement d'artistes. Et puis vers 45 ans, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à tout ce qui était travail de la main, à faire des formations. Donc la première, ça a été pour apprendre à faire des abat-jours, parce que j'avais quand même, je sentais une attirance pour la lumière. Et pour faire ces abat-jours, il me fallait des socles. Et puis j'étais très intéressée par tout ce qui était ciment, plâtre. Donc j'ai commencé à travailler avec ces matières et puis à faire des formes. De cette rencontre naissait une véritable histoire entre Nathalie Sanzache et ce matériau dont elle s'est approprié les contraintes et les particularités dans son atelier à Libourne. Le béton est un matériau lent, parce qu'il a besoin d'avoir ses temps de séchage. Il ne faut pas le contrarier. Si on le contrarie, il va devenir plus fragile. Il faut que l'eau s'évapore, mais en même temps, ça participe à sa dureté. Donc ça, il faut de la patience. Donc la première étape, c'est là où je vais façonner mon béton. Donc ce n'est pas un béton coulé, ce n'est pas un béton que je coule dans un moule, c'est un béton que je pose sur une matière. Donc je ne cherche pas trop à lisser, ou j'aime bien au contraire qu'il y ait des marques. C'est ce qui fait que ça donne un côté plus vrai au béton. Aidée d'un ballon caché à l'intérieur des 3 premières couches de béton, Nathalie enchaîne les fines couches pour arriver à la texture et au rendu parfait. Et la partie qu'elle affectionne le plus, c'est maltraiter son béton pour laisser entrer et sortir la lumière. C'est essayer de donner vie à cette pièce par des cassures, des fissures aussi, qui vont permettre à la lumière de sortir, et puis de créer des dessins, des ombres portées sur les murs. Chaque pièce est différente parce que chacune est cassée différemment. Je prends toutes sortes d'outils, un marteau, une pince, justement pour créer le côté surprise. Je ne sais pas trop comment ça va se casser. Et pour donner un aspect plus vivant à ces pièces uniques, Nathalie applique une patine maison au gré de ses envies ou des commandes. Le béton brut, il est gris et il est un petit peu sans expression. Donc il faut lui donner l'impression qu'il a vécu, que le temps est passé par là. Quand c'est mouillé, ça a une certaine présence, et quand ça sèche, c'est là où tout se révèle. Donc quand j'en mets trop, c'est au séchage que je le vois. Donc ça veut dire après enlever. Inspirée par la Terre et les planètes, Nathalie, passionnée de plongée, puise aussi ses inspirations dans les fonds marins pour ses dentelles de béton. Je travaille le grillage, donc c'est un matériau souple, mais qui quand même est assez rude et puis douloureux, parce qu'on se pique, on se griffe, mais bon, c'est quand même l'étape que je préfère. Et puis l'étape que je préfère aussi après, c'est quand je mets la lumière dedans et je vois qu'est-ce qui se passe, toute la poésie que ça peut apporter dans un intérieur. Petite ou monumentale, Nathalie façonne toujours ses œuvres instinctivement, sans oublier un élément essentiel qui vient sublimer ses pièces. Est-ce que c'est ma vie solaire que j'ai eue quand j'étais petite, parce que j'ai vécu au Brésil et c'est vrai que le soleil était là tout le temps et la lumière était là aussi. Puis c'est la vie, je ne sais pas, quand vous mettez la lumière, tout change. On peut oui, c'est ça, c'est vivant, c'est comme des petits feux. Entre terre, mer et cosmos, Nathalie Sanzache sublime et poétise le béton qui perd de sa froideur à travers ces boules de feu qu'elle envoie aux 4 coins du monde.
version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite. En attendant, restez chic toujours. Bye.